je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Le 2 avril dernier se tenait la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. En France, selon l'INSERM, 700 000 personnes seraient concernées par l'autisme, ou plus précisément les troubles du spectre de l'autisme, entre parenthèses TSA. Nous rappelons que l'autisme est reconnu comme un handicap depuis 1996 et qu'il nécessite en tant que tel une prise en charge adaptée. Avec nous pour aborder cette thématique aujourd'hui, le docteur Diane de la Clergerie. Bonjour Diane. Bonjour Jean-François. Diane, nous évoquions en introduction que l'autisme était intégré de manière plus générale aux troubles du spectre autistique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi ? Alors l'autisme, tel qu'il a été décrit pour la première fois en 1943 par un pédopsychiatre, un certain Léo Kanner, a été décrit comme étant des troubles de la communication et comportementaux avec des centres d'intérêt restreints. Aujourd'hui, on a un peu plus de recul sur le sujet et on sait que l'autisme peut présenter des degrés de sévérité variés et qu'il est donc un peu plus approprié de parler de troubles du spectre autistique pour vraiment inclure au mieux toutes les personnes qui en sont atteintes. Mais concrètement, comment se manifestent ces troubles au quotidien ? Alors, ces troubles du spectre autistique se manifestent, on va dire, principalement par 3 axes. Le premier, c'est donc des troubles de la communication, avec notamment une pauvreté dans le langage non verbal, au niveau des expressions du visage, etc. Un manque de réciprocité aussi dans les échanges. Deuxièmement, il va y avoir des anomalies au niveau des relations sociales, avec un isolement relationnel souvent important, avec une faible compréhension des conventions sociales. Et enfin, le caractère restreint et répétitif de certains comportements et intérêts, avec une intolérance au changement, des intérêts parfois inhabituels pour l'âge ou la répétition de sons. Voilà, ce sont à la fois des anomalies au niveau de la communication, des relations sociales et du comportement. Et du coup, à quel âge on peut se faire le diagnostic de TSA ? Alors, il peut se faire précocement, même avant l'âge de 3 ans, puisque vous avez certains symptômes qui apparaissent très tôt, notamment chez les tout-petits qui ont quelques mois. Vous avez un réflexe qui s'appelle le sourire-réponse. Et ça veut dire que quand vous allez sourire à votre bébé ou qu'il va avoir un stimuli qui va lui plaire, il va sourire en retour. Et donc, chez les enfants atteints de troubles du spectre autistique, il n'y a pas ce réflexe. Sinon, ça peut être découvert plus tardivement, quand d'autres symptômes peuvent apparaître. Si vous avez une conversation avec votre enfant, vous vous rendez compte qu'il y a assez peu de réciprocité dans les échanges, par exemple. Vu que les TSA semblent pouvoir être détectés du coup dès le plus jeune âge, est-ce qu'on en connaît pour autant la cause ? Alors à l'heure actuelle, les études ont montré que les troubles du spectre autistique étaient d'origine multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a d'une part une prédisposition génétique et d'autre part une exposition à des facteurs environnementaux. En revanche, ces facteurs environnementaux ne sont pas tous connus. Donc on sait aujourd'hui que le sexe masculin, notamment, et une naissance prématurée sont des facteurs de risque. En revanche, d'autres facteurs sont en train d'être étudiés, comme c'est le cas notamment de certains traitements comme la dépakine, qui est un antiépileptique. En tout cas, c'est important de faire passer un message aux mères qu'elles ne sont pas fautives et qu'il ne faut pas culpabiliser. Et si l'origine est liée partiellement à la génétique, s'agit-il alors d'une maladie héréditaire ? Alors, si on se base sur une étude qui a été menée quand même pendant plus de 20 ans par une équipe de recherche de l'INSERM et de la PHP, donc l'assistance publique des hôpitaux de Paris, dans au moins 70% des cas, ce n'était pas héréditaire. En revanche, il y a quand même des formes familiales qui existent et qui sont importantes à dépister, notamment si le couple a d'autres désirs de grossesse. Dans l'imaginaire du public, certains pensent que les autistes sont particulièrement intelligents, avec des capacités cognitives spectaculaires. D'autres pensent qu'ils sont au contraire plutôt en retard sur ce plan. Quelle est la vérité dans tout ça ? Alors, dans les troubles du spectre autistique, il peut y avoir une association à un retard mental dans environ 30% des cas, mais ce ne sont pas des chiffres exacts, qui peut être léger, modéré ou sévère, mais ce n'est absolument pas systématique. D'autre part, il existe aussi le syndrome d'Asperger, qui sont donc pour toutes les personnes atteintes de troubles du spectre autistique, qui ont un quotient intellectuel tout à fait normal. Encore une fois, ce qui est important de retenir, c'est que c'est très varié et qu'il ne faut absolument pas généraliser les troubles du spectre autistique. Et qui consulter en cas de suspicion de TSA chez l'enfant ? Alors, si vous trouvez que votre enfant
a un comportement un peu particulier, n'hésitez pas à noter toutes ces atypies. Vous avez d'ailleurs des guides sur Internet qui vous aident. Et bien sûr, je vous invite à aller consulter un professionnel de santé, que ce soit votre médecin, un pédiatre, le médecin de la crèche, etc., pour faire un bilan et évaluer si oui ou non votre enfant a des troubles du développement. Si une suspicion diagnostique est là, alors vous serez orienté vers un centre plus spécialisé, notamment les PCO, qui sont les plateformes de coordination et d'orientation, avec aussi des consultations de spécialistes, notamment neuropédiatres, génétiques, etc., qui permettront de faire un bilan un peu plus poussé. Est-ce qu'il existe, du coup, au-delà du milieu médical, des structures diverses qui peuvent aider à une meilleure compréhension du problème et, en conséquence, une meilleure prise en charge des personnes touchées par ces TSA? Alors, il existe effectivement en France de nombreuses structures. Alors, en dehors des PCO, dont j'ai parlé juste avant, il y a aussi les CMP, donc les centres médico-psychologiques. Vous avez les CMPP, les centres médico-psychopédagogiques, les CESAD, avec services d'éducation spécialisés, etc. Le but étant d'assurer une prise en charge la plus globale possible. Et puis, vous avez aussi des associations de patients qui sont là, comme Autisme France. Une dernière question pour ouvrir sur le sujet, comme c'est le cas désormais dans J'ai une question docteur. Tu souhaitais nous parler plus généralement du handicap en France. La situation du handicap a été mise en avant lors des derniers Jeux paralympiques et des progrès ont pu être accomplis en la matière. Qu'en penses-tu ? Alors effectivement, les Jeux paralympiques de 2024 ont permis probablement de mieux accepter la différence. Il y a eu aussi des progrès qui ont été faits ces dernières années dans l'accès aux soins et à l'éducation pour les personnes en situation de handicap. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'inégalités, notamment dans l'accès aux transports en commun. On pense sur Paris, pour prendre le métro, c'est très difficile d'éviter les escaliers, par exemple. Et puis, il y a aussi la double peine de la précarité, puisqu'il y a plus de 30% des personnes qui perçoivent l'allocation adulte handicapé qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, en tout cas, c'est vraiment un sujet primordial. Quand on sait que plus de 10 millions de Français ont un handicap, en fait, qui soit visible ou invisible. Et c'est vraiment important de réfléchir collectivement sur la façon d'inclure vraiment tout le monde au sein de notre société. Il est désormais temps de conclure. L'autisme est un handicap complexe, caractérisé par une multiplicité de situations et qui nécessite une prise en charge personnalisée. Son impact est important sur la vie de la personne concernée ainsi que son entourage proche. Il est donc primordial de faire preuve de patience et de bienveillance. Merci beaucoup Diane pour les éclairages apportés. Merci Jean-François. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode spécial qui sera consacré au management de la santé. D'ici là, bonne journée à tous et prenez soin de vous.